On va parler de l'événement de la nuit, le limogeage à la Fed. Donald Trump qui annonce d'émettre Lisa Cook et qui ouvre une crise institutionnelle assez étonnante. On connaît la bataille que livre contre la Fed Donald Trump depuis des mois maintenant. Lui qui souhaite que Jay Powell baisse bien plus rapidement ses taux. Il y a eu le symposium de Jackson Hole vendredi dernier. Il semble que les BAFA répétitions, ça fonctionne, puisque le patron de la Fed a ouvert la porte à une baisse des taux à la mi-septembre. Alors, pas tant pour l'inflation que finalement pour l'emploi et le chômage qui repousse, mais juste pour commencer sur cette démission de Lisa Cook. C'est quand même un phénomène particulièrement étonnant. Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir de l'indépendance des banques centrales? Je ne sais pas qui veut commencer. Thomas Gjebin. On ne sait pas du reste si légalement il peut faire ça. Il y a un débat juridique. Elle dit que non. Elle dit que non, et ça semble déjà sur le président Powell, il voulait le limoger. Il semble qu'il ne puisse pas le faire. Et là, pareil, il y a ce même débat. Est-ce que vraiment légalement il peut le faire? Et donc ça va créer toutes des semaines d'incertitude. Là, on a parlé de l'incertitude en France, mais on voit bien qu'il y aura aussi de l'incertitude aux États-Unis. Sur l'indépendance des banques centrales, il me semble que c'est important de préciser que l'indépendance de la Fed, c'est pas l'indépendance de la BCE. C'est-à-dire que, le pouvoir de créer de la monnaie, il appartient au Congrès. Il y avait une audition très célèbre d'Alan Greenspan, qui était président de la Fed, où il avait dit, en gros, au congressman qui l'interrogeait, je ferai ce que me demandera le Congrès. Donc pas le président, mais le Congrès. Beaucoup plus politique. C'est-à-dire que la Fed est quand même le bras armé du Congrès et est censé obéir au changement de législation qui pourrait ou pas être décidé par le Congrès. Donc ça, on imagine mal la BCE ou la Banque de France. C'est pas du tout la même réglementation. Il y a une indépendance institutionnelle pour la BCE qui n'existe pas pour la Fed. Après, moi, je pense qu'au-delà de la politique monétaire, c'est plutôt la fragilisation des institutions démocratiques américaines qui pose question. Donc là, ça dépasse très largement la question économique. Voilà, je veux juste expliquer que cette dame Liz Cook, qui est une ancienne conseillère de Barack Obama, qui a été nommée par Joe Biden, qui est la première femme afro-américaine à siéger au bord de la Fed, est accusée par un proche du président américain d'avoir falsifié des documents pour obtenir un prêt immobilier, des déclarations de résidence principale. Elle dit que ces prêts ont été contractés avant qu'elle soit nommée à la Fed et que donc il n'y a pas de voies et moyens légaux pour le président de la faire quitter la Fed. D'autres spécialistes m'expliquaient que dans un autre contexte, n'importe quel membre du board de la Fed aurait quitté dès le moindre problème son poste, mais qu'on vit un moment très, très particulier aux États-Unis et que c'est un peu une crise existentielle pour la Banque centrale américaine, ce sujet-là. Oui, quand on regarde un peu les débats qu'il y a pu avoir, notamment dans les années 70, sur l'indépendance des banques centrales, avec notamment les deux visions, la règle versus la décision, il était dit qu'une banque centrale effectivement indépendante qui se fixait une règle, comme c'est le cas par exemple pour la Banque centrale américaine et comme c'est le cas pour la Banque centrale européenne aussi, était le meilleur moyen, on va dire, de sauvegarder la notoriété et la crédibilité de la monnaie, parce que du coup on savait clairement, on pouvait anticiper dans quel sens est-ce que allait la politique monétaire, et en tout cas on crée les anticipations. Et là effectivement ce qu'est en train de faire Donald Trump, mais ça va un peu comme vous le disiez, ça va un peu dans une remise en question un peu généralisée de toutes les institutions qui, quelles que soient leurs institutions plus ou moins démocratiques qu'on observe dans le monde occidental, c'est-à-dire qu'on a un petit peu ce rejet, qu'on pourrait appeler les élites, mais ce rejet du fonctionnement de l'ordre naturel des choses. Donc il faut en fait aller avec ça, mais on se dit que moi j'y vois potentiellement une chance pour l'euro, en tout cas notamment dans la zone de turbulence que nous vivons, parce que en fait ça va accélérer la dédollarisation voulue par Donald Trump. On a un président américain qui, effectivement, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais il a quelque part une ligne directrice qui suit depuis son élection. Édictée par son conseiller Stéphane Miran, qui lui-même vient d'être nommé, mais pas encore confirmé, au board de la Fed. Exactement. Et Donald Trump, théoricien des hausses de droits de douane et de la dédollarisation. Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses électeurs, notamment de la Rust Belt, ils aient un pouvoir d'achat qui augmente et puis qu'ils puissent consommer plus facilement. Donc il fait tout
toute sa politique est dédiée là-dessus. Les droits de douane pour baisser les impôts fédéraux vont dans ce sens-là. La baisse des taux, la pression justement sur la monnaie va dans ce sens-là. Et il y a un petit peu cette logique de dire, une fois que cet objectif-là sera atteint, peut-être que je me ferai réélire ou peut-être que je vais gagner les midterms, peu importe son envie institutionnelle, mais j'aurai réussi. Et il n'y a aucune vision justement de l'Amérique dans 50 ans, 60 ans, 100 ans. Et donc quelque part, ça les investisseurs l'ont bien compris et se disent qu'effectivement, c'est pour ça que les réserves en dollars ont tendance à chuter au niveau mondial, même si ça reste encore aujourd'hui une monnaie de référence. Il y a potentiellement, sur le papier en tout cas, une chance pour l'euro de remplir en tout cas le rôle de monnaie de réserve, de stabilité et crédible au niveau mondial, que le dollar est en train d'abandonner dans les faits. La crise institutionnelle, Jean-Marc, là, qu'on connaît aux États-Unis, ça peut être une chance pour l'Europe ? D'abord, la crise, effectivement, on verra ce que dit le droit. Et en plus, la conseillère en question, elle s'est mise dans une mauvaise passe. Elle a menti. Et aux États-Unis, quand on ment, c'est le parjure. Enfin, je veux dire, Nixon est tombé uniquement, pas pour le cambriolage. Il est tombé parce qu'il a menti. Et donc elle est, aux yeux de la tradition américaine, elle est morte. Sur le plan, elle est coupable, elle disparaît. Alors après, sur l'indépendance des banques centrales, ce qui est frappant, c'est que Trump n'est pas le seul. C'est-à-dire que si vous regardez ce qui s'est passé au dernier congrès de Saint-Pétersbourg, là, les Russes ont dit alors au gouverneur de banque centrale qui a été nommé par Poutine. Et donc le Premier ministre russe lui a parlé en des termes qui étaient à peu près les mêmes que Donald Trump vis-à-vis de Powell, sachant que dans les deux cas, c'est le personnage qui les a nommés, qui insulte le personnage nommé, en l'accusant effectivement de maintenir des taux d'intérêt à 20% qui sont trop importants. Il y a un autre exemple, c'est au Brésil. Pareil, l'année dernière, à cette période-ci de l'année, il y a eu des manifestations au Brésil pour exiger la démission du gouverneur de la Banque centrale. Pas Bolsonaro, Lula a nommé un nouveau gouverneur qui était son conseiller économique. Et là, il réclame sa tête en disant il ne fait pas ce que je lui dis. Et l'autre dit écoutez, voilà, je suis nommé gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est telle et telle mission. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème, effectivement, de perception de ce que doit être l'indépendance de la Banque centrale. Et ça peut varier d'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre, parce que ça dépend, effectivement, de la mission qu'on donne à la Banque centrale. Donc, je rappelle, pour moi, il n'y a pas de différence entre les États-Unis, l'Europe et tout ça. Dans tous les pays, la monnaie, elle est créée par le système bancaire. C'est-à-dire, la monnaie, c'est les crédits qui font les dépôts. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants. Et donc, là, je l'ai appris pendant 50 ans, là aussi. Donc, si c'est plus comme ça, il va falloir effectivement que je subisse une véritable révolution culturelle. Loans make deposit, comme on dit dans les manuels anglais de référence. Bon. Et donc, la seule vraie différence, c'est que les banques centrales, quand elles sont rendues indépendantes dans les années 60-70, sur le modèle en partie américain et en partie allemand, sachant que quand on crée l'indépendance de la Bundesbank, c'est pour casser une dynamique de pouvoir en Allemagne. C'est-à-dire, on dit, on va avoir des institutions indépendantes, une banque centrale à Francfort, un gouvernement à Bonn, une cour de justice à Karlsruhe, et chacun sera indépendant des autres. Bon. Le but, c'était de lutter contre l'inflation. Je rappelle que le statut de la Réserve fédérale prévoit 3 missions à la Réserve fédérale. La lutte contre l'inflation, le plein emploi et un niveau de taux d'intérêt compatible avec la croissance potentielle. Or, ce que dit Trump en ce moment, il dit, écoutez, remplissez votre mission. L'inflation, il n'y en a pas. Le plein d'emploi est là. Il n'y en a pas, on est à 2,7, 2,8. Oui, il dit il n'y en a pas. Alors après, on peut dire il n'y en a pas. Il n'y a pas d'inflation par rapport à ce qui était dans les années 70, par rapport à ce qu'a connu Volcker. Et donc, baissez vos taux d'intérêt, non pas pour le plein emploi. Pourquoi baisser les taux d'intérêt ? Parce que la charge de la dette aux États-Unis a dépassé 1000 milliards de dollars. Et je pense qu'alors, pour revenir sur le bilan de Trump au midterm, Trump, il va se trouver confronté au midterm au fait que ses droits de douane sont des impôts, que ces droits de douane, c'est pas la Chine et l'Europe comme il le présente à l'heure actuelle qui les paient, ce sont les citoyens américains, les consommateurs américains. Et donc, par-delà l'inflation dont il dit qu'elle n'existe pas, la ponction sur le pouvoir d'achat, c'est ce que dit Nicolas Gregory-Mankiw, un des économistes américains. Il dit « Moi, je vis essentiellement avec des produits européens, donc je prends 15% de droits de douane. Ma secrétaire qui vit avec des produits chinois, elle prend 100% de droits de douane. Et donc, moi j'ai voté pour démocrate, elle a voté des républicains. Ouais. Donc en plus, il se tient une balle dans les pieds. Et donc je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est est-ce que les banques centrales doivent être soumises à l'État pour financer la dette publique? On a parlé de la BCE parce que leur indépendance a été octroyée au moment où elles étaient là pour lutter contre l'inflation. Est-ce que la nouvelle mission que l'on attend des banques centrales suppose qu'on réfléchisse à la nature de l'indépendance qu'on leur donne? Et 2,
ne pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que toutes les politiques qui sont menées au nom du protectionnisme et tout ça sont en train effectivement d'éroder le pouvoir d'achat. Après, ce qu'on a vu sous Trump 1, c'est que ce sont les distributeurs, les importateurs qui sont les premiers qui essaient en partie. Mais il y a un moment où ça met du temps avant de se diffuser. Peut-être le temps de passer les midterms. Un dernier mot, Thomas. Une remarque sur Trump et puis après très rapide sur l'euro. Sur Trump, je pense que le pari de Trump, c'est qu'il y a de l'emploi et des usines qui vont être réimplantées aux États-Unis et donc il y aura de la création. Fonctionne. Alors on ne sait pas. C'est encore un peu tôt, mais en tout cas, lui, il met en avant des milliards d'investissements qui sont annoncés aux États-Unis dans la pharmacie, dans un certain nombre de secteurs. Donc ça, il y a le pouvoir d'achat du consommateur et après aussi dans quelle mesure il est capable de réimplanter des usines aux États-Unis. Sur l'euro, je ne sais pas moi si c'est une si bonne nouvelle, parce que d'une part, il me semble que structurellement, la baisse du dollar dans les réserves, elle est relativement faible. Quand on regarde sur 10 ou 20 ans, la part du dollar, elle reste très élevée et très dominante. Et la deuxième chose, c'est que l'appréciation de l'euro entre 13 et 15% depuis le début de l'année, c'est une très mauvaise nouvelle pour nos exportateurs, et ça s'ajoute aux droits de douane. Donc s'il y a des droits de douane de 15% pour les exportateurs européens, plus 15% d'écart sur l'euro-dollar, ça fait quand même un choc négatif très négatif sur les exportateurs européens. Donc à court moyen terme, c'est quand même une très mauvaise nouvelle, il me semble, pour notre économie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Jean-Marc Daniel. Pourquoi c'est une excellente nouvelle ? Parce qu'encore une fois, on est dans un pays qui est un pays en train de vieillir. On est dans une Europe qui est en train de vieillir. Et donc, on est en train d'avoir une exigence, qui est une exigence de préparer la silver economy, d'avoir la stratégie des Japonais. Je rappelle que quand les Japonais ont compris qu'il n'y aurait plus de main-d'œuvre à mettre dans les usines, que l'enjeu, c'était pas les exportations, mais la capacité à générer des revenus par le placement des fonds que l'on dégage, ils ont fait en sorte que $1 vale 75 yens. Et puis maintenant qu'ils ont fait les placements, $1, ça fait... Et qu'ils ont racheté les entreprises à $1 égale 75 yens, maintenant ils touchent les dividendes de ces entreprises sur la base de $1 égale 140 yens. Et donc on est dans une phase où on a besoin d'avoir un euro très fort pour pouvoir acheter des usines dans les endroits où sont les jeunes. Mais les deux réalités peuvent coexister, c'est-à-dire d'un côté... on peut avoir effectivement des usines, mais on a besoin d'exporter aussi. Toute la production française ne va pas disparaître. Mais il n'y a pas d'exportation. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'exporter davantage dans une zone qui est la zone euro, qui dégage 480 milliards d'euros d'excédent. Oui, mais ça, donc il faut lever les frontières internes au marché intérieur, c'est ça que vous nous dites, Jean-Marc Non, mais Daniel. Il faut que la France s'adapte à la réalité à la fois de la zone à laquelle elle appartient, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un euro fort, et la réalité de la population qu'elle gère, c'est-à-dire une population qui vieillit. Et donc je maintiens, ce n'est pas en baissant la monnaie, dont la conséquence sera d'ailleurs de baisser le pouvoir d'achat. Une dévaluation, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Ce n'est pas en appauvrissant la population qu'on résoudra son problème. Je maintiens, c'est qu'en la faisant travailler, si je puis continuer à être obsessionnel sur ce sujet. Tout ça Mumbai. Voilà, on travaille plus et on place notre épargne à Mumbai. C'est-à-dire, le message, c'est travailler plus, épargner plus. Et acheter mieux vos entreprises. Et acheter les entreprises à Mumbai et travailler plus. Et créer aussi peut-être les canaux de financement et d'investissement. Et c'est là où on a besoin effectivement peut-être de basculer une partie de notre répartition de notre retraite en répartition vers une recapitalisation. Pour créer des grands fonds. Ouais. Exactement. On attend l'union des marchés de capitaux, désespérément, au niveau européen. Mais ce sera le programme de François Leroy-Gallo. Alors s'il arrive à faire ça, là, il pourra se représenter pendant 10 ans. Et peut-être à la présidentielle. Ouais. Non, mais c'est là où on revoit en fait que le manque d'effectivement de réformes structurelles qu'on a aujourd'hui en France, elle nuit à la fois au tissu productif, comme vous l'avez dit avant, elle ampute la capacité qu'ont nos entreprises justement à se projeter vers l'avant par potentiellement des difficultés justement à acquérir notamment des fonds propres pour l'investissement, et quelque part elle ampute aussi notre capacité en tant que nation à pouvoir tirer des dividendes et contrer un petit peu les affres de notre démographie. Mais malheureusement, quand vous dites aujourd'hui ce genre de choses-là, on préfère vous débattre des équilibres politiques au sein de l'Assemblée nationale et des propositions de la taxe Zuckman plutôt que d'embrasser vraiment ces réformes structurelles. Un dernier mot très rapidement, il nous reste 5 minutes sur la guerre commerciale. On continue avec les États-Unis. Ce matin, le président de France Industrie, Alexandre Sobo, dénonce dans les Échos une forme de flou sur les exemptions. Il n'est pas content et il demande à avoir accès à l'accord. Par exemple, on ne sait toujours pas dans l'industrie aéronautique s'il y a une exonération
sur les pièces en aluminium. L'aluminium est taxé, mais est-ce que les pièces de l'aéronautique, qui lui bénéficie d'une exonération de droits de douane, évidemment, Boeing est dans la boucle, est-ce que les pièces dans l'aéronautique sont aussi exonérées de ces droits de douane? Eh bien, on n'en sait rien pour l'instant. Bon, on a très peu de temps. Je vous demande juste un mot chacun. Cet accord US-UE, est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord? Hier, on avait une tribune dans le Figaro d'Ursula von der Leyen en disant que finalement, c'était 15% TTC, si je puis dire, que ça ne bougerait plus et que ça donnait de la visibilité aux entreprises européennes. Et aujourd'hui, François Villeroy de Galhau, encore lui, décidément, appelle l'Europe à mobiliser ses ressources face au protectionnisme américain et donc continuer à se battre sur la question de ses droits de douane. Je commence avec vous, Thomas. Très rapidement. C'est un mauvais accord, mais c'est un accord qui reflète la faiblesse de l'Europe. Donc, on peut dire que c'est un bon accord si on considère qu'on est difficile de négocier à 27 aussi. Qu'on est une zone économique faible et donc on s'est fait imposer 15% de droits de douane. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est un moindre mal. Donc ça c'est le premier point. Après, sur les droits de douane, là aussi, on a parlé au début de l'émission de l'incertitude et je pense que là aussi, on rentre, y compris sur les droits de douane, dans une période d'incertitude très forte, que ce soit au niveau macro, mais même au niveau micro. Vous êtes exportateur, vous êtes une petite PME qui allait exporter. Selon le code produit de ce que vous exportez, vous ne savez pas exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Et vous ne pouvez pas rigoler avec les douaniers américains parce que la sanction, si vous fraudez, entre guillemets, ou si vous vous trompez, elle peut être extrêmement sévère et on peut vous couper l'accès au marché américain. Or, par exemple, si vous exportez des lunettes, ce n'est pas la même chose selon le type de lunettes que vous allez exporter. Ouais. Et donc là aussi, on va rentrer, il y a eu un accord cadre qui a été discuté. On connaît les grandes lignes, comme vous avez souligné, il y a encore des marges d'incertitude qui sont significatives, mais ensuite, au niveau micro, il y aura encore plus d'incertitudes et on ne saura pas juridiquement exactement. Avec des possibilités d'aller-retour en permanence avec Donald Trump, auquel on nous a habitués. Donc on a une grande forme d'instabilité. Des minimis notre grade Paretor. C'est-à-dire que Donald Trump, il ne sait même pas qu'il est aux États-Unis quand il est en Alaska. Donc je peux vous dire qu'il ne sait pas quel est le droit de douane qu'il y a sur les lunettes par rapport au droit de douane qu'il y a sur les monocles. Donc je pense qu'effectivement, je pense que c'est un accord qui est un accord dont la principale victime, ce sont les États-Unis. Le consommateur américain. Le consommateur américain, encore une fois, quand on nous annonce que les Européens, 15%, 480 milliards d'excédents extérieurs, on devrait pouvoir en digérer une partie. Et ça dépend des secteurs, c'est toujours pareil. Alors, et on peut négocier avec le Mercosur au lieu de se bloquer sur le Mercosur et d'avoir cette attitude grotesque de nos dirigeants dont on parlait encore une fois là aussi d'irresponsabilité. Sur le Mercosur, on peut l'endroit où il y a le plus de croissance en ce moment, c'est pas aux États-Unis, c'est là aussi de nouveau en Inde, 6,8% de croissance. Donc on peut aller à Mumbai. En revanche, le consommateur américain, lui, il va en prendre plein la gueule. Les 300 milliards de dollars de recettes supplémentaires sur les droits de douane annoncés par Donald Trump, c'est pas nous qui allons les payer. Je peux vous dire, c'est le consommateur. Sur la croissance, on a l'expérience de Trump 1, mais on sait que globalement, c'est 0,1 point de tout le monde va les payer. Ça, la croissance, de toute façon, dès qu'il y a du protectionnisme, il y a la récession qui est dans l'air. Ouais. Erwan Tison. Oui, si les États-Unis veulent plus commercer, en tout cas dans des règles de libre-échange, autant aller chercher dans d'autres zones qui sont beaucoup plus importantes. Et on en signe des accords commerciaux. Oui, on les signe, on les applique pas. Et la France est une voix en plus en Europe qui est contente de dire qu'elle ne va pas appliquer des accords de libre-échange, notamment avec l'Amérique du Sud. Il faut aller chercher l'Inde, il faut aller chercher l'Afrique, il faut arrêter d'être focalisé sur nos amis transatlantiques, il faut aller chercher d'autres zones qui sont, sur l'avenir en tout cas, beaucoup plus intéressantes pour notre croissance potentielle. Oui. Moi, je suis plus pessimiste parce que je pense qu'il y a une perte de compétitivité de l'Europe, notamment par rapport au rouleau compresseur industriel chinois, et qu'on voit bien sur l'automobile, nos amis du Mercosur, ils ne vont pas se précipiter à acheter les voitures européennes si elles sont 30 à 40% plus chères que des voitures chinoises. Et c'est la même chose en Inde. Donc pour moi, le décrochage économique de l'Europe... Ça fait 50 ans qu'on mesure dans mes cours la compétitivité au bilan commercial. Et donc, quelle est la zone qui a le plus d'excédents commerciaux? Mais c'est sur les secteurs du passé, c'est l'Allemagne, oui. Mais sur les secteurs d'avenir... À l'heure actuelle, ce qui est le plus compétitif, c'est quand même l'Europe, puisque c'est elle qui dégage le plus d'excédents. C'est la voiture. Et quel est l'endroit où ça parle dans tous les sens? C'est quand même les États-Unis. Un déficit de la balance des paiements courants des États-Unis qui a dépassé les 1 000 milliards de dollars. Avec des puissances sectorielles de l'un et de l'autre, effectivement, on verra où sont l'avenir. C'est le mot de la fin, on s'arrête ici, les experts pour aujourd'hui. Merci à mes 3 invités. Rendez-vous demain, 10h, 11h, nouvel horaire. N'oubliez pas les experts, 10h, 11h, demain sur BFM Business. À demain.